Enfin, y a-t-il certains aspects juridiques que les entreprises belges doivent spécifiquement prendre en compte? Oui, il y en a bien sûr. Tout d'abord, le cadre juridique exact qui créera la loi qui transposera la directive en droit belge. Et de manière générale, cette transposition correspondra au cadre réglementaire de la directive dont nous avons déjà longuement discuté aujourd'hui. Et en dehors de cela, le plus grand défi juridique sera, à mon avis, de concilier deux intérêts dans le contexte de la notification. D'une part, il y a l'intérêt de la personne qui signale des faits et qui le fait d'une manière anonyme ou confidentielle, mais dont l'identité ne peut en tout état de cause être connue que du whistleblower officer ou de ses collègues directs qui ont un devoir de confidentialité similaire. Et d'autre part, l'intérêt de la personne dénoncée, parce que nous ne devons jamais oublier que cette personne-là bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. En attendant, nous devons être aussi attentifs que possible à que son droit à la vie soit privé, à son droit à la vie soit protégé, vie privée soit protégée. Donc c'est dans cette optique que l'autorité belge de protection des données est plutôt préoccupée à l'égard des systèmes d'alerte. Et vu que l'autorité de protection des données peut imposer des sanctions aux entreprises qui, selon elle, traitent des données à caractère personnel de manière illégitime, ce qui est évidemment le cas d'une politique de dénonciation, ce point mérite assurément d'être pris en compte. Il convient de vous assurer qu'en tant qu'entreprise, vous ne vous concentrez pas seulement sur la conformité légale en termes d'obligations liées à une politique de dénonciation, mais aussi sur le traitement des données personnelles, le RGPD, en faisant ce qui est autorisé. Cela commence par la prise de conscience du fait que vous avez besoin d'un fondement juridique pour traiter les données à caractère personnel. Souvent, une obligation légale de mettre en œuvre une politique de notification constitue un tel fondement juridique, mais pas toujours. En effet, dès que vous faites plus ce qui est strictement nécessaire, pensez à la réception des notifications dont la portée est plus large que ce que la loi exige, ou pour les petites entreprises, la réponse à des notifications anonymes. Vous ne pouvez plus invoquer une obligation légale à ce moment-là. S'il n'y a pas une obligation légale, vous pouvez toujours justifier l'implémentation de votre canal interne comme une exécution d'une mission d'intérêt public, car une politique qui régisse les lanceurs d'alerte contribue à un monde plus transparent et durable. J'admets, une telle position n'a toutefois pas été pleinement débattue, ou, et ça c'est déjà plus largement accepté, nous instaurons un canal interne comme un moyen de lutte contre la fraude interne. Et alors, la notification est nécessaire pour la protection de vos propres intérêts en tant qu'entreprise. Et à ce moment-là, il s'agit alors d'un intérêt légitime. Vous devez également gérer correctement les données à caractère personnel que vous traitez sur le canal de notification interne en respectant leur confidentialité et en enregistrant qui fait quoi et quand. Vous devez être transparent à cet égard et communiquer à ce sujet vers vos travailleurs et à vos contacts professionnels. Cela s'applique d'ailleurs aussi au volet du droit social. En tant que dirigeant, vous ne pouvez pas mettre en œuvre une politique de notification comme ça vous plaît. En fonction de la taille de votre entreprise, vous devez consulter le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou, par exemple, la délégation syndicale. Vous devez toujours informer et sonder vos travailleurs sur vos projets à ce sujet. La mise en œuvre formelle peut se faire de différentes manières, via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, via une annexe au contrat de travail individuel ou par exemple dans le règlement du travail. Ces mécanismes sont disponibles, mais plus formels et plus complexes. Il est beaucoup plus simple et ce que je recommande moi-même, c'est plus simple de présenter une politique, un policy en la matière à toutes les personnes concernées pour qu'elles en prennent connaissance.
La transparence signifie, donc la transparence nécessaire pour traiter des données de caractère personnel, ça signifie également que vous informez la personne concernée par la notification dans un certain délai. Certains parlent de 2 mois, même si la notification s'avère infondée. Là encore, cela doit être fait en termes généraux, sans révéler l'identité du lanceur d'alerte. D'autres problèmes de confidentialité se posent bien sûr. Pensez au fait que vous ne pouvez utiliser les données obtenues par le canal de notification interne que dans ce contexte, que vous ne pouvez pas traiter plus de données que nécessaire et que vous ne pouvez traiter que des données correctes. Et aussi, l'intégrité de l'information doit faire partie de l'ADN de votre plateforme de notification. Tout le monde ne devrait pas pouvoir s'y connecter n'importe comment. Seuls ceux qui ont besoin de savoir, notamment les whistleblower officers, sont autorisés à y accéder. Et si vous décidez de collaborer avec des parties externes, sachez que les contrats de traitement nécessaires doivent être conclus et que, dans l'idéal, les informations ne doivent pas quitter l'espace économique européen. En tant qu'entreprise, veillez donc à impliquer votre DPO, votre délégué à la protection des données, dans la mise en place d'un canal de notification interne, bien évidemment, si une telle personne a été désignée. Il subsiste également certaines questions ouvertes de nature pénale concernant le secret professionnel des lanceurs d'alerte et des personnes qui entrent en contact avec eux, mais je pense que cela nous mènera trop loin aujourd'hui et qu'il faut toujours procéder à une évaluation de telles questions cas par cas.